Alors, bonjour ou bonsoir selon le moment que vous allez visionner notre petit entretien de ce soir qui s'appelle donc l'univers, je pense que c'est comme un voyage dans l'univers mémoriel, chose comme ça, dans lequel, bien évidemment, je vais faire une petite démonstration des applications de la pratique de la pleine conscience intuitive. Alors, je dis donc bonjour et bonsoir à tous. Hein. Euh, et donc, je vais peut-être vous présenter pour commencer qu'est-ce que c'est que la pratique de la pleine conscience intuitive. Puis ensuite, bien évidemment, je pourrais vous introduire chacun des thèmes, puisqu'il y aura toujours un petit texte, une petite présentation théorique que je vais faire pour chacun des thèmes qu'on va explorer, que je vais vous présenter dans quelques instants, et qui va nous permettre ensuite de faire des démonstrations. Donc, ça va vous permettre de vraiment voir un peu les applications de la pratique, puis de bénéficier un peu, pour ceux qui vont pouvoir le faire, de bénéficier d'une démonstration, si vous le voulez bien. Donc, première chose, la pratique de la pleine conscience intuitive, parmi certains d'entre vous savez un petit peu de quoi il s'agit, mais quand même, je vais prendre le temps de vous le dire très simplement. C'est-à-dire que la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est une façon de développer ce qu'on peut appeler la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la médiumnité, le channeling et toutes les approches intuitives qu'on peut imaginer. Puis évidemment, elle repose sur un principe bien simple, c'est que l'imaginaire, on l'a tous, on le possède tous, et c'est ça qui va nous aider justement à pouvoir développer cette habileté intuitive-là. Alors, il y a des gens qui vont vous parler du troisième œil, il y a des gens qui vont parler de choses un peu compliquées pour exprimer comment on peut arriver à développer cette habileté-là. Mais moi, ça fait quand même plusieurs années que j'enseigne, plus de 25 ans, et je peux vous dire que l'imaginaire est vraiment le support me permettant de voyager en moi. Par exemple, si on fait une application de l'intuition pour mieux se connaître, ben, l'imaginaire va me permettre donc de finalement déplacer ma conscience vers mon genou, par exemple, si je veux aller communiquer avec mon genou pour comprendre ce qu'il a à me dire, à me communiquer. La beauté de ça, c'est comme s'il y avait une forme de sagesse et intelligence qui anime mon corps, et cette intelligence-là va se manifester à moi sous la forme d'images, de sensations, de mots, qui vont ensuite entraîner donc des informations qui vont m'être transmises. Et si je prends le temps de discuter avec ces perceptions-là, ben je vais découvrir comme un genre de langage intuitif qui s'opère, qui me rend donc de plus en plus conscient de la sagesse qui anime mon corps, et donc d'être capable donc de m'accompagner dans une démarche de mieux-être global. Hein. On va le voir un petit peu à travers la présentation, quels sont les grands thèmes de la pratique. Puis évidemment, on peut apprendre aussi à déprogrammer. Donc déprogrammer, c'est d'utiliser cet imaginaire pour créer des demandes que le corps souhaite nous demander. Par exemple, si mon genou me demande de la douceur, ben je peux très bien, grâce à l'imaginaire, créer cette intention de douceur pour ensuite la transmettre à mon genou. Et la beauté de la chose, c'est que mon genou, quand il reçoit la douceur, ben, il y a une transformation qui se fait, qui me permet donc d'accompagner le processus encore là de mieux-être que je cherche à développer. Et évidemment, il y a les soins énergétiques aussi qui peuvent donc se combiner avec la lecture intuitive, la déformation et les soins. Donc, vous voyez que c'est ça un peu la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est cette habileté donc de jouer avec ces trois éléments-là importants. Donc, je vous demande de fermer votre micro le plus possible hein, pour éviter que justement on soit dérangé par des bruits qui proviennent d'autres sources que la mienne. Sinon, ben, ça peut devenir désagréable pour chacun d'entre nous. Donc, si vous avez la chance de fermer votre micro, ce serait apprécié. Donc, ça, c'était pour la pratique de la pleine conscience intuitive. Évidemment, je l'ai fait d'une façon assez brève pour la pratique sur soi. Évidemment, vous avez compris que tout ce que je viens de vous dire, ça s'applique à la pratique d'un partenaire. C'est-à-dire que si moi, je décide de faire une pratique sur un partenaire, je vais utiliser ce même véhicule imaginaire pour voyager de ma propre conscience à moi vers l'être qui se trouve devant moi. Et en faisant ça, je vais donc capter des images, des sensations et des mots qui vont provenir de son corps et qui vont me permettre donc d'établir un dialogue avec celui-ci et donc de favoriser une compréhension de ce qui anime cette personne-là et d'arriver à comprendre ce qu'elle est. Et la déprogramation et les soins ben, vont me permettre d'intervenir dans ce que je perçois pour favoriser une transformation et un mieux-être chez notre partenaire, puis aussi transmettre de l'information pour lui indiquer quelle serait la voie à suivre pour qu'il puisse favoriser un bien-être dans sa propre vie, à tous les niveaux, puis on va le voir à travers donc les démonstrations. Donc le thème de ce soir pour la conférence, c'est quelque chose que j'ai fait au Québec en présentiel il n'y a pas si longtemps, et j'ai trouvé plutôt ça sympathique de faire cette présentation-là en présentiel, puis je me suis dit, ben tiens, on pourrait toujours chercher à la présenter dans un contexte plus en ligne.
Alors, moi, je vous propose de faire une présentation des plusieurs applications que je fais de la pratique de la pleine conscience intuitive et ensuite, donc de faire une présentation théorique pour chacun de ces aspects-là et ensuite faire une petite démonstration. L'entretien d'aujourd'hui va durer à peu près 1h30, chose comme ça. Et l'idée, c'est de finalement, faire un peu ce voyage-là pour arriver à comprendre davantage comment ça se manifeste, cette pratique-là, et comment on peut arriver à aider quelqu'un. Évidemment, les démonstrations que je vais faire sont sommaires. C'est pas une consultation qu'on fait avec les gens, hein. Donc c'est plus comme pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et de peut-être vous inviter ou de vous exciter à l'idée que vous pourriez suivre un enseignement sur la pratique de la pleine conscience intuitive, puisqu'il y a des enseignements comme le 2 et 3 novembre tout près de Rennes. Il y aura donc un week-end d'enseignement qui vous enseigne à le faire sur vous-même, mais aussi sur un partenaire, et c'est accessible à tous. C'est pas quelque chose qui est sorcier. Hein? C'est vraiment quelque chose qu'on peut arriver à développer. C'est ce que je propose depuis plusieurs années. Et j'ai écrit des livres aussi sur le sujet qui ont permis aussi à des gens, de pouvoir découvrir la méthode et de comprendre effectivement comment ça fonctionne. Parce que c'est ça l'idée. Et quand on sait comment ça fonctionne, c'est là qu'on peut arriver à développer l'habileté d'une façon naturelle. C'est ça un peu l'idée de l'enseignement que je propose. Donc, s'il y a des questions, des interrogations, bien évidemment, vous pouvez toujours me faire signe ou l'inscrire dans le chat, parce que le chat me permet, moi, de pouvoir facilement voir les questions que vous pouvez avoir aussi. Donc, si vous avez des commentaires, choses comme ça dans le chat, je vais y répondre à mesure que la conférence va se faire. Si vous souhaitez, évidemment, prendre le micro, ben à ce moment-là, vous me faites un signe. C'est pas toujours visible de mon côté. Vous pouvez peut-être me faire un petit signe sur le chat pour que je sache que vous voulez me parler par le micro ensuite. Ça sera peut-être quelque chose comme ça qu'on pourra faire. Mais de toute façon, on va commencer et on va voir comment les choses se font. Donc, la première application que j'avais envie de vous parler, c'est le potentiel santé et le champ d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la pratique intuitive, ce qu'on va observer, une des premières choses qu'on observe au niveau de nos perceptions intuitives, c'est qu'on est fait d'un corps fait de chair et d'os. Hein, mon corps est fait de chair et d'os. Mais en même temps, il y a quelque part quelque chose de plus subtil qui émane de moi. Et ce subtil-là, souvent, on l'appelle l'aura, le champ d'énergie. Donc, des démonstrations, des scientifiques qui ont démontré justement que ce qu'on appelle cette aura-là, ben, finalement, est un produit, quelque part, du Soleil, des champs cosmiques qui amènent l'univers, mais entre autres du Soleil, et que le Soleil amène des photons, des particules de lumière, et que les cellules de mon corps vont absorber cette lumière-là puis la réémettre. Ce qui est intéressant de comprendre dans cette démonstration scientifique-là, c'est que ça veut dire que quand moi je regarde le champ énergétique d'une personne, ben ce que je vois, c'est un rayonnement biolumineux des cellules. C'est intéressant de comprendre que ce qu'on pouvait penser quelque part que l'aura, c'est un peu comme un corps subtil, indépendant du corps physique. On avait tendance des fois à parler de ça comme ça. Et finalement, on doit bien comprendre que c'est vraiment quelque chose qui appartient au corps terrestre. C'est une composition du corps terrestre. Et que finalement, quand on regarde le rayonnement des biolumineux des cellules, on observe justement l'activité santé de notre corps humain. Et c'est intéressant donc de comprendre cela, puisqu'elles vont dire que quand on voit des perturbations dans le champ énergétique, bien, ces perturbations-là, évidemment, reflètent l'activité cellulaire, ce qui ne veut pas dire qu'on est malade pour autant. Ça veut simplement dire que notre potentiel santé est réduit et que, évidemment, l'objectif d'un soignant, ben, ça va être effectivement par la lecture intuitive, la déprogramation et les soins, de rétablir le plus possible le potentiel santé pour favoriser donc le bien-être. Alors, quand je le fais sur moi, ben, je vais faire des actions sur moi pour m'accompagner pour que mon potentiel santé soit optimal. Et quand je le fais sur quelqu'un d'autre, même chose, évidemment, je vais chercher à rétablir le potentiel santé chez cette personne-là pour que le processus de guérison puisse se mettre en place. Et plus ce potentiel santé-là devient élevé, mais plus évidemment, on est capable de retrouver l'homéostasie de notre corps. Alors, quand on regarde le champ d'énergie, on voit des perturbations qui ne reflètent pas nécessairement la maladie, c'est important de le dire, ça reflète davantage l'idée que j'ai un potentiel santé un peu moins élevé et que si je fais rien avec le temps, bien évidemment, il va y avoir peut-être donc des perturbations plus importantes qui vont résulter, qui vont entraîner donc la maladie. Donc, l'idée de ça, c'est que apprendre à travailler avec le champ énergétique, c'est donc de favoriser la santé, de favoriser le non-vieillissement du corps et de permettre justement à ce qu'on puisse préserver cet état de bien-être que l'on cherche à manifester tout au long de notre vie. Alors, ça, c'est un peu pour le potentiel santé et donc ce que j'avais envie de vous exprimer concernant le champ d'énergie. Je ne sais pas s'il y a des questions
source-là. Puis évidemment, l'objectif ensuite, bien évidemment, c'est de faire une petite démonstration avec une personne qui le souhaiterait concernant donc l'aspect santé. Donc, ce serait orienté sur cette direction-là, cette première démonstration-là. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, ben, elle peut se manifester dans le chat. Alors, il y a quelqu'un qui a été super vite, c'est Marie-Hélène, qui l'a manifesté assez rapidement. Donc, moi, je vais y aller avec la première personne, bien sûr, hein, vous l'avez compris. Pas avant que je l'ai fait et que j'ai fait la demande, mais c'est après que j'ai fait la demande, la première personne qui va manifester son intérêt, ce sera la première personne que je ferai. Donc, Marie-Hélène, est-ce que tu as un thème particulier que tu aimerais aborder sur le potentiel Ben, santé? je pense que la santé, mes poumons, j'arrive pas à prendre le dessus avec mes poumons. OK. Donc, on va garder ça. Par exemple, donc la pratique intuitive, comment elle se fait, c'est que je vous le rappelle pour présenter un peu la méthode. Donc, la pratique de l'enracinement nous permet de reconnaître qu'on est animé par la terre et le ciel. Donc, on est animé par un principe énergétique qui émane de notre corps et qui fait que ces deux énergies vont se mélanger l'une dans l'autre dans mon chakra du cœur. Et de mon chakra du cœur, je vais ensuite déplacer cette énergie-là vers la personne avec laquelle je le fais, comme dans ce que c'est avec Marie-Hélène. Et je vais donc observer qu'est-ce qui émane de la région des poumons pour en parler un peu. Alors donc, l'idée ici, c'est pas c'est pas un avis médical que je vais donner, hein. C'est plus un avis psycho-émotionnel et énergétique que je vais donner concernant cet aspect-là des poumons. Alors, tu vois, ce que je sens de ça, Marie-Hélène, c'est qu'au niveau des régions du poumon, on sent comme une raideur qui est là. La raideur, pour moi, c'est un peu comme la rigidité. La rigidité, c'est quelque chose qu'on tient comme une barre, comme quelque chose comme une barre de fer, un peu comme on tient droit comme ça. Et quand on tient ça droit comme ça, ben, euh, c'est un peu comme un manque d'écoute envers la région des poumons. Comme si les poumons, je pourrais te dire qu'ils sont fragiles par rapport à cette rigidité que je sens, qui est plus au niveau de la colonne vertébrale, de tous les muscles qui sont derrière. C'est comme si quelque part, il y avait quelque chose de très, très tendu. Un peu comme quelqu'un qui est sous le stress et qui ne se permet pas justement de décompresser. La décompression, ben, finalement, permet aussi à la région des poumons de pouvoir se détendre et de pouvoir effectivement favoriser une respiration plus fluide, plus harmonieuse. C'est comme ça que je pourrais le décrire. Puis pourquoi c'est comme ça? Mais parce que justement, j'ai l'impression que tu ne peux pas lâcher le morceau. C'est-à-dire que c'est un peu comme quelqu'un qui a le sentiment qu'il lui faut arriver coûte que coûte à tenir les choses en main. Un peu comme quelqu'un, quelque part, qui a beaucoup de choses à gérer et qui a l'impression que le seul moyen pour elle d'exister, c'est de gérer tous ces aspects-là. Et qu'en le gérant, bien évidemment, cette raideur-là prend forme. Puis la raideur, bien, fait à quelque part qu'au niveau des poumons, il y a une faiblesse due à la tristesse. Une tristesse à quelque part qui est présente parce que justement, on aurait envie d'être soutenu. On aurait envie, que ce soit pas seulement nous qui prenons tout en main, mais on a envie que des gens autour de soi peut-être puissent nous aider. Alors, c'est ça un peu que je sens par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Hélène? Ben, c'est pas mal précis ce que tu as dit, tu sais, c'est pas mal juste. On va essayer de faire une action pour équilibrer un peu ça, pour te dire qu'est-ce que je perçois. Grosse charge où j'aimerais moi aussi qu'on prenne un peu de charge. Donc là, j'essaie simplement de faire un genre de passe énergétique là, au niveau des poumons, voir un petit peu comment ça se passe, pour détendre un peu la tension qui est présente là. Tu vois, on sent quand même qu'il y a de l'émotion associée à cette région-là. Quand on la détend, on sent quelque part qu'il y a de la colère, de l'insatisfaction. Tu sais, quand on dit, par exemple, je dis ça de façon très caricaturale, mais quand on dit à quelqu'un qui est un sans-cœur, qu'une personne est un sans-cœur, c'est parce que quelque part, on part du principe qu'on considère que cette personne devrait faire plus pour nous. Puis comme elle ne le fait pas, ben, on a l'impression quelque part qu'on a l'impression de la porter sur nos épaules. Tu vois, c'est un peu le sentiment que ça donne. Et c'est certain que le conseil qui vient avec ça, bien évidemment, c'est peut-être d'être davantage à l'écoute de cette saturation qu'on a à l'intérieur de soi, puis peut-être effectivement d'en faire part aux gens concernés en leur disant, mais regarde, je me sens fatigué, j'aurais besoin davantage que tu t'impliques, que tu m'aides. Alors évidemment, dans la mesure du possible, c'est pas toujours facile d'arriver à demander de l'aide à des gens qui sont peut-être pas en mesure de nous aider comme on le voudrait, mais déjà de faire équipe avec ces personnes-là, ça pourrait favoriser donc pour moi une meilleure circulation
dans cette région-là, parce que pour moi, ça touche toute la notion de la fierté. Être fier de soi, c'est se dire, je mérite, moi, je mérite quelque chose. Je ne suis pas dans un processus où je suis obligé de me soumettre à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je décrirais ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, t'es pas mal juste. Oui. C'est surprenant. Mais c'est surtout le matin que ça brûle, surtout au lever, là. Mm-hmm. Mais en tout cas, ça serait intéressant pour toi, en tous les cas, de reconnaître justement quand dans toi, il y a quelque chose que tu as besoin de partager, en tous les cas, puis de favoriser une collaboration. Ça serait déjà utile, je pense, pour t'aider à favoriser une meilleure circulation dans cette région-là. Je vais aller réécouter puis l'écrire soigneusement parce que c'est vraiment précieux ce que tu as dit, Sylvain. Merci. Merci beaucoup. Je te remercie, Marie-Hélène. Alors donc, on va poursuivre maintenant pour les autres démonstrations, parce que comme je dis, on fait un petit voyage dans les possibilités de l'application. Donc, c'était le constat potentiel santé. Alors, évidemment, comme je dis, on ne fait pas un soin officiellement, c'est comme plus des interventions assez sommaires, mais qui permettent d'aller chercher de l'information. C'est ça un peu le sens de ce que j'avais envie de présenter. La deuxième grande application de la pratique, celle qui est assez, qui découle de ce que je viens du champ énergétique, c'est de travailler justement sur l'aspect des mémoires qu'anime le champ énergétique. Il y a une question qui m'est posée là de Vanessa qui dit, peut-on faire part d'un problème de santé personnelle? Je ne comprends pas la question parce qu'évidemment, dans une consultation, bien sûr qu'on peut faire part d'un problème de santé personnelle. Quand on fait des questions, ben là, j'ai donc répondu donc à la démonstration concernant le problème de santé. Donc là, je vais aller vers le mémoire personnel. Alors, le mémoire personnel, ça veut dire que dans mon champ d'énergie, j'ai un certain rayonnement des lumières qui se manifeste et ce rayonnement de lumière-là, quelque part, met en évidence finalement qu'il y a de l'information dans mon champ de lumière. Et quand je regarde un champ énergétique d'une personne, je vais constater qu'il y a des personnages qui animent le champ énergétique d'une personne et je vais me dire, mais quels sont ces personnages? Alors, évidemment, c'est une très bonne question. Tu te poses la question, quels sont ces personnages-là? Et une somme des personnages qu'on va retrouver, c'est souvent, finalement, des mémoires provenant de notre histoire personnelle. Par exemple, quand j'étais un enfant très jeune, ben, j'avais à quelque part une certaine souffrance. Par exemple, je peux avoir expérimenté un abandon. Et cet abandon-là, ben, quelque part, si c'est vécu à l'âge de 5 ans, ben, l'enfant de 5 ans qui s'est senti abandonné, ben, je peux le percevoir dans le champ énergétique. Et ça indique à quelque part que cette mémoire-là de l'enfant, ben, je suis un peu comme je m'en suis dissocié. Alors, le mot dissocié, c'est important de le comprendre. Ça veut dire que l'énergie qui anime cette mémoire-là, je la rejette, je la refuse. Et comme je la refuse, ben, il y a des applications au niveau énergétique. Ça fait que mon champ énergétique, ben, il se fatigue à devoir rejeter cette énergie-là. Donc, ça va affecter mon champ énergétique aussi. Ça va affecter ma santé. Donc, c'est important de bien comprendre qu'il y a donc un lien entre le potentiel santé et ce potentiel psycho-émotionnel qui se manifeste en moi. Alors, évidemment, là, on peut retrouver donc des mémoires de mon histoire personnelle, hein, c'est-à-dire à partir du moment où je suis arrivé sur Terre ou que j'étais même dans le ventre de ma mère, je peux donc avoir des mémoires associées à ça, mais je peux avoir des mémoires évidemment qui découlent de toute mon enfance et de tout mon âge adulte jusqu'à maintenant. Et on peut même dire de mon potentiel futur. Hein, si j'ai des appréhensions face à mon futur, ben, je peux effectivement avoir des traces de ça dans le champ énergétique. Donc, vous voyez que c'est le passé, présent, futur qui va se retrouver dans le champ énergétique sous la forme d'informations mémorielles, comme des personnages qui reflètent un petit peu les éléments figés de mon histoire, passé, présent et futur. Et ces éléments figés-là, ben, reflètent en quelque part ben, un déséquilibre, en fin de compte, que si je ne fais pas de ménage à l'intérieur de celui-ci, ben, c'est un peu comme si j'avais des grosses valises que je traînais avec moi, et ces valises-là ne me permettent pas de pouvoir finalement trouver un équilibre dans ma propre vie, parce que justement, je vais attirer vers moi des gens qui vont résonner avec ce matériel psychique qui est en moi et qui vont finalement cultiver les mêmes problématiques que j'ai pu vivre dans mon passé. Donc, je ne sais pas si vous me suivez par rapport à ce que je viens de vous dire, mais pour donner encore là plus de pertinence à ça, bien évidemment, on pourrait faire une démonstration avec une personne qui est donc la première qui va se présenter à moi, va être celle qui va être choisie. Donc, c'est Thierry qui est donc la première personne qui s'est proposée de faire. Alors, Thierry, est-ce que tu as un thème particulier que tu aimerais que je regarde ou je me laisse guider simplement? J'adore l'accent. L'accent québécois.
Oui, excusez-moi, vous allez fermer le micro si vous voulez bien, parce que là, on entend un peu tout le monde parler. En direct. Ouais. Ah, attends. Fermez votre micro, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend. Je sais, voilà. OK. Donc, c'est gentil que vous aimiez l'accent. Je comprends que mon accent est exceptionnellement intéressant, mais c'est bien que vous puissiez vous en parler entre vous, mais pas qu'on entende tout ça, évidemment, ici. Donc, soyez attentifs au fait que le micro soit fermé à la mesure du possible. Alors, moi, j'essaie de le faire le mieux que je peux, mais évidemment, des fois, il peut se trouver présent. Alors, il y a Thierry, donc, qui était la personne qui était choisie pour la démonstration. Je reviens donc, OK. Donc, guide. Tu veux simplement être guidé, c'est ça que tu veux dire, Thierry? C'est ça que je comprends de ce que tu me dis, parce que guide, oui, d'accord, OK. Je vais te dire ce que je perçois. Tu vois, la première chose que je sens de toi, Thierry, c'est au niveau de la région du bassin, de chakra-racine. Et ce que je te dirais, c'est qu'il y a comme une souffrance qui est là, un peu comme quelqu'un qui étouffe. Et cet étouffement-là, finalement, j'ai l'impression que depuis que tu es toute jeune, il y a quelque part comme une impression qu'on t'a pas donné ta place, qu'on t'a pas donné quelque part le droit d'exister comme toi tu le ressens. Alors, c'est un peu comme quelqu'un, finalement, qui arrive sur Terre et comme on n'a pas l'impression d'avoir le droit d'être qui on est, ben, on devient un peu comme pas un zombie, mais quelqu'un qui se sent pas attaché à l'existence parce qu'à quelque part, il n'arrive pas à trouver une expression juste de lui-même. Et j'ai l'impression, justement, que il y a toute la notion du plaisir qui vient avec ça. Et je pense que ça va être important, justement, de pouvoir exprimer, justement, cette dimension-là de soi-là. Je vais te demander, donc, Thierry, qu'est-ce que tu en penses pour commencer? C'est tout à fait ça. Alors, donc, on va maintenant faire une action pour essayer d'équilibrer ce que je perçois de toi, Thierry. Ah, c'est sûr que le bonheur est important pour toi, puis je pense qu'à quelque part, il y a un potentiel de bonheur aussi que tu dois apprivoiser, parce que le potentiel de bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est quand on se rend compte que la vie peut être harmonieuse, et quand on n'a pas eu d'exemple, quand on était un enfant, on n'a pas eu d'exemple de l'harmonie, ben, on cherche à quelque part à survivre. Quand on commence à se rendre compte, comme dans nous, on a un besoin d'harmonie et qu'on a des repères qui nous font comprendre que l'harmonie est possible, on commence à se rendre compte qu'on veut s'entourer de gens qui sont harmonieux. Et c'est là qu'on commence à changer notre rapport avec le passé, parce qu'on se rend compte que le passé a été une souffrance, puis qu'on peut, nous, maintenant, en tant qu'adultes, se donner la permission de dire, ben voilà, j'ai envie maintenant de me donner la permission d'accéder à ce que moi, je reconnais comme étant la vie que j'ai envie de mener, que j'ai envie d'exister. Et c'est là que je sens que tu es en train de faire une démarche dans ce sens-là. Donc, c'est ça un peu que moi je te dirais, Thierry, je ne sais pas ce que tu en penses de ce que je viens de te dire. Il est écrit dans le chat. Oui, c'est ça, je trouve dans ce sens. D'accord, c'est bien. Il y a une question qui m'est posée. Écoute, donc, on va s'arrêter ici, Thierry. C'est des petits échantillons qu'on fait pour te montrer un petit peu de qu'est-ce qu'il en était. Et il y a Christine qui me demandait quand fait-on le ménage dans son champ énergétique? En fin de compte, le champ énergétique, c'est l'idéal, à quelque part, c'est de s'accompagner tout au long de notre vie. C'est-à-dire d'être conscient que ce champ énergétique-là, finalement, on doit le soigner constamment. Quand je dis constamment, c'est finalement une fois par semaine ou plusieurs fois par jour, ou une fois par jour. Il y a plein d'options. Ça dépend de la souffrance, ça dépend de la volonté qu'on a de prendre soin de soi. Quand on est conscient qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans notre vie, ben on va se dire, ben là, ça ne marche pas, j'ai besoin de mettre du temps pour que moi, je me sente mieux. Donc, on va mettre plus d'air, alors que dans d'autres cas où on se sent bien, on va mettre moins d'air là-dessus. Mais l'idée, c'est que le champ énergétique, maintenant, c'est que plus j'apprends à devenir conscient que ce champ énergétique-là, il reflète mon activité physiologique, mon potentiel santé, mais plus j'ai envie, moi, de chercher à être en paix et en harmonie avec moi, puis d'être en paix et en harmonie avec les éléments psycho-émotionnels qui animent mon champ énergétique. C'est ça que je dirais par rapport à ça, Christine. Donc, voilà. Alors, ça, c'était donc notre deuxième volet de la présentation que j'avais envie de faire avec vous.
Alors, merci à toi, Thierry, d'avoir bien voulu participer à ça. Le troisième aspect que j'avais envie d'exprimer, de vous parler, c'est dans ce champ énergétique-là, on va voir notre histoire personnelle qui existe dans notre champ énergétique, mais on peut également y trouver des mémoires familiales, des mémoires d'autres vies. Et de quelle façon ces énergies vont se manifester, c'est exactement comme celle de notre histoire personnelle. Par exemple, si je vois dans le champ énergétique d'une personne un enfant de 5 ans qui s'est senti abandonné, ben je peux voir dans ce même champ énergétique-là un arrière-grand-père qui s'est senti abandonné, puis également, parallèlement à ça, une énergie d'une mémoire d'autre vie qui aurait vécu quelque chose de similaire à ça. Donc, vous voyez que ce sont toutes des informations qu'on peut retrouver dans l'observation du champ énergétique. Je vous invite de fermer le son le plus possible pour éviter donc d'entendre des bruits, tout ça. Donc, alors ça, c'était donc le troisième aspect. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans l'observation des mémoires d'autre vie, des mémoires familiales, c'est que souvent, ça va nous amener justement à comprendre que mon expérience personnelle, ma souffrance de l'enfant de 5 ans qui s'est senti abandonné, ben lui, il se retrouve dans une situation, cette expérience-là personnelle, elle se trouve en relation avec les relations interpersonnelles qu'on va vivre dans le monde terrestre, mais aussi avec des mémoires provenant d'autres vies et des mémoires familiales. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'univers mémoriel. Cet univers mémoriel est en relation entre moi et mon entourage. Et là, et cet entourage, évidemment, dans le monde subtil, ben, c'est, on pourrait dire, l'ensemble de l'histoire de l'humanité qui se retrouve là. Donc, moi, je peux raisonner avec ces mémoires-là et les résonances vont effectivement entraîner une amplification des symptômes que je peux vivre. Si je me suis senti abandonné à l'âge de 5 ans et que je résonne avec une mémoire familiale qui a vécu l'abandon et une mémoire d'autre vie qui a vécu également l'abandon, ben, vous comprendrez évidemment que la charge émotionnelle devient plus élevée et cette charge émotionnelle va entraîner donc un sentiment d'urgence encore plus important en moi pour faire un travail pour me libérer de cette expérience d'abandon-là. C'est ce qui explique pourquoi il y a des gens qui vont avoir vraiment la motivation de s'en sortir parce qu'ils vont sentir cette forme de densité sur eux qui vont les obliger à se dire, mais moi, je peux pas continuer à vivre dans ces conditions-là, je suis obligé de faire des changements importants, et c'est là qu'on va constater cela. Et évidemment aussi, ça touche la notion d'entité. Et souvent, on va parler d'entité dans le cas où, justement, des mémoires d'autres vies ont des intensités émotionnelles très fortes. Par exemple, si moi, j'ai vécu quelque chose de très, très douloureux dans ma vie, par exemple, pour donner un exemple très cru, un viol, ben ce viol-là, quelque part, quand j'étais très jeune enfant, par exemple, ben ce viol-là, effectivement, est une souffrance qui a été non dite, qui a été non exprimée, et je peux donc me mettre en résonance avec des souffrances similaires qui appartiennent à d'autres vies. Et quand ce processus se fait, bien évidemment, il y a une amplification émotionnelle qui se fait à ce moment-là, qui peut devenir effectivement très encombrante pour la personne qui le subit, parce qu'on a l'impression de ne plus être capable de se retrouver dans une position d'harmonie avec nous-mêmes dans ces conditions-là. Et c'est là qu'il y a des symptômes de possession qui peuvent se vivre. On va en parler également avec les personnes décédées tout à l'heure, mais dans le cas des mémoires d'autres vies, on peut effectivement comprendre que plus une mémoire est figée puis est limitée, plus elle est capable d'exprimer effectivement comme une forme comme si elle était une entité distincte. Hein? Donc, dans ce sens-là, la différence entre une mémoire d'autre vie puis une personne décédée, vous allez voir que c'est assez subtil parce qu'effectivement, ça peut s'apparenter très fortement. Sauf que dans la lecture intuitive, la déformation des soins, qu'est-ce qu'on va chercher à faire à ce moment-là? C'est de transformer, de libérer la mémoire pour qu'elle ne soit plus programmée dans sa limitation et dans sa souffrance. C'est ça qu'on va chercher à faire, qui va permettre donc de faire évoluer la perception que l'on a dans ces conditions-là. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait envie qu'on expérimente un peu ce volet-là avec elle. On peut donc, je vais regarder le chat pour que je puisse voir qui est la première personne qui s'est manifestée. OK, donc il y a plusieurs personnes qui se sont manifestées rapidement, mais je vais donc aller avec Claire pour ce thème-là. Donc, Claire, est-ce que tu as un thème particulier que tu aimerais qu'on regarde ou je te laisse simplement regarder qu'est-ce que je perçois de toi? Je veux bien, je te laisse regarder ce que tu perçois. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. OK.
Alors, je vais décrire une scène, pour moi, c'est une mémoire qu'on a dans notre vie, c'est à la Perse antique, quelque chose comme ça, lors d'une guerre. Et ce que je perçois, c'est que je décris la scène. C'est comme c'est des soldats qui sont là, qui sont en train de faire un genre de barrage. Et puis, il y a quelqu'un qui est au-dessus, un petit peu au-dessus de tout le monde, et qui semble, à quelque part, se percevoir comme un surhomme, et il semble finalement faire plein d'actions héroïques, de bravoure, sans tenir compte du danger. Et pour moi, cette personne-là, quelque part, où elle me parle par rapport à toi, c'est que j'ai l'impression que toi, tu as tendance à te mettre dans cette position héroïque de bravoure, mais en même temps, bon, dans une bataille comme celle-là, il y a des dangers réels qui sont là. Puis, évidemment, on peut toujours se dire, ben non, je vais y aller avec bravo, il n'y a pas de problème, ça va bien se terminer, je suis une super homme, une super femme, je suis invincible, je vais pouvoir arriver à passer à travers tout ça. Et j'ai l'impression, justement, que cette façon de fonctionner-là, quelque part, elle repose sur un courage que tu peux avoir, mais un courage, finalement, qui dissimule inévitablement la fragilité de celui, à quelque part, qui se dit, ben, je suis un surhomme. On n'est pas un surhomme, donc on doit accepter justement de ne pas être un surhomme ou une surfemme. On doit accepter justement de reconnaître qu'on n'a peut-être pas à se mettre en danger constamment pour prouver quelque part qu'on est capable d'en prendre. Parce que quand on est plein de bravoure puis on veut montrer à tout le monde qu'on est capable, ben, on peut se mettre dans des situations qui ne sont pas nécessaires. On n'a pas à se mettre en danger de cette façon-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Claire. Je comprends ce que tu veux dire et je vois pas, alors pour le coup, je me retrouve pas dans la bravoure, je serais plutôt à l'opposé dans l'inaction et j'aurais besoin de me mettre en action et souvent, probablement le courage me manque au contraire. On va regarder ça maintenant. Si vous voulez fermer votre micro, s'il vous plaît. Ceux qui ont, pour éviter qu'on entende toutes sortes de choses. Mais tu vois, moi, ce que je te dirais par rapport à ça, pour moi, c'est l'humiliation. Je te parlais de l'humiliation parce que quand on a été une personne de bravoure, et qu'on a fait des choses exceptionnelles et qu'on n'a pas été reconnu à notre juste valeur, on a l'impression, quelque part, d'une certaine façon, de se dire, ben, à quoi ça sert? À quoi ça sert que je fasse quelque chose d'exceptionnel si personne ne le remarque, si personne l'observe, si personne, finalement, m'applaudit, en quelque sorte. Un peu comme si ça nous avait amené à se dire, bon, ben, je vais rester dans mon coin, je ne ferai pas de bruit, je ne dégagerai pas je dégagerai rien de spécial, puis de cette façon-là, ben, j'aurai la paix, puis je vais pouvoir faire ma petite vie comme je le souhaite, comme je le veux, alors que finalement, c'est pas tout à fait ce qu'on souhaite et ce qu'on veut, parce que moi, je pense qu'au contraire, tu es à la recherche, toi, d'une fantasmagorie héroïque. Quand je dis ça, c'est-à-dire que je pense que tu as besoin de te réapproprier le droit d'être cet héros-là. Et pour être capable de le faire, mais il faut donner à notre vie cette espèce de lyrisme, cette espèce de regard sur qu'est-ce que notre vie, de quelle façon que notre vie pourrait justement s'approcher de cette forme d'héroïsme, de défi à quelque part qu'on se donne, qui nous parle justement du sentiment qu'on fait quelque chose d'important. Alors, quelque chose d'important ne veut pas dire faire quelque chose d'exceptionnel, mais faire quelque chose d'important, c'est donner aux actions que l'on fait quelque chose qui nous donne le sentiment qu'on est en train de faire quelque chose d'exceptionnel, à nos yeux. Hein. Je ne sais pas comment tu reçois ça, ce que je viens de te dire. Eh ben, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Du coup, c'est un magma. Je pense que c'est pareil. Je vais avoir besoin de réécouter pour entendre, mais je me retrouve plus dans ce que tu viens de dire là, maintenant, tout de suite. Je fais pas le rapport avec l'héroïsme, mais ça viendra peut-être. Je vais laisser penser. Mais je te dirais que l'héroïsme, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un regard que moi j'ai. Je te donne un exemple. Hein. Je pourrais sortir dans la rue puis avoir l'impression quelque part
que je suis en train de faire quelque chose d'exceptionnel parce que je vais aider quelqu'un dans la rue, hein, par exemple, qui a besoin de quelque chose. Tu vois, ça peut être très simple, mais l'idée de l'héroïsme n'est quelque chose que tu dois acquérir puis à développer. Parce que j'ai l'impression que toi, tu ne sers à rien. Je vais dire ça d'une façon caricaturale. Hein. C'est exagéré ce que je viens de dire, puis c'est pas vrai. Hein. Mais... Non, mais c'est pas inintéressant du tout, parce que moi, ce que j'avais marqué sur ma feuille au départ, c'est la sensation d'être invisible. OK, ben voilà. Donc, tu vois que l'héroïsme, ben, qu'est-ce que c'est? C'est de se mettre dans une position où, tu sais, quand on dit qu'on est un héros, c'est visible. Tout le monde le remarque, tout le monde le voit, tout le monde l'applaudit, tu vois. Et j'ai l'impression que, évidemment, il y a des extrêmes là-dedans. Être invisible puis être un héros, c'est deux extrêmes. Maintenant, entre les deux, on peut être visible tout en faisant quelque chose de significatif à nos yeux. Et c'est ça, je pense, que la notion des héros, pour toi, c'est de développer justement cette vision, de se dire, mais qu'est-ce que moi, je peux faire qui a un sens pour ma propre vie et qui me donnerait ce sentiment de bravo, en quelque sorte, tu vois? OK, super. Ce serait un petit peu ça que j'avais à te dire. Ça te va? Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Alors donc, évidemment, comme je dis, on y va d'une façon assez brève pour les exemples, mais c'est pour vous faire un petit peu découvrir un peu les diverses applications. Donc, l'autre application dont j'aimerais vous parler, c'est les personnes décédées. Alors, évidemment, les personnes décédées, bon, actuellement, quand on parle de personnes décédées, ça fait référence à l'idée que les personnes décédées ont des messages à transmettre à des êtres humains sur Terre, ou encore simplement de dire, ben, moi, j'aimerais savoir comment mon père, par exemple, qui est décédé, il vit à quelque part une proche de la mort, qu'est-ce qui se passe avec lui, etc. On peut aussi faire des choses comme ça, mais on peut également aussi donner un sens plus profond, je dirais, à cette idée que la personne est décédée. Une personne décédée peut avoir envie de communiquer avec moi parce qu'elle a envie de me transmettre un message, de me transmettre une communication, une information sur moi-même. Et c'est ça un petit peu comme moi, habituellement, j'essaie de faire quand je fais ce genre d'intervention-là. Donc, voilà. Et donc, je vais vous demander donc si une personne a le désir de le faire. Puis là, comme je l'ai déjà dit, moi, j'attends qui est la première personne qui apparaît à partir du moment que j'ai fait la demande. Et c'est Pierrette qui s'est présentée. Est-ce que tu as un thème particulier, Pierrette, que tu aimerais qu'on regarde par rapport à ça? Donc, tu peux l'écrire sur le chat ou payer par le micro, comme tu le souhaites. Oui, si c'est possible par rapport à mon père. OK. La petite chose que je n'ai peut-être pas dit par rapport aux personnes décédées, une autre chose, c'est qu'il y a aussi l'idée du passeur d'âme. Hein? C'est quelque chose c'est un rôle quelque part qu'on attribue aux gens qui vont favoriser justement l'idée que les passeurs d'âme, c'est que certains êtres humains qui sont décédés, qui restent dans des niveaux de fréquence assez bas. Et comme ils restent à des niveaux de fréquence assez bas, ben c'est là évidemment ça va faire penser à des maisons hantées, à tous les phénomènes paranormaux à lesquels on est habitué, qui tournent autour des personnes décédées. Évidemment, le passeur d'âme, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? C'est de donner à l'énergie en question tout ce qui est nécessaire pour qu'elle puisse se libérer de sa limitation, en fin de compte, et qu'elle puisse finalement quitter le monde des vivants. Alors, c'est ça un peu que j'avais envie de transmettre. C'est un peu comme ça que moi, je travaille avec les personnes décédées sur ces plans-là. Donc, Pierrette, concernant ton père, on va aller voir ça. Ça, ce que je sens dans le premier temps de la présence de ton père, c'est comme quelqu'un qui arrive avec une grosse responsabilité. C'est comme ça que je peux te le décrire, parce que comme ça, je le sens. Et cette grosse responsabilité-là, quelque part, c'est un peu comme s'il voulait te dire que la grosse responsabilité que je sens qu'il a en lui, c'est un peu comme s'il voulait te faire comprendre qu'il avait cette volonté de se présenter comme avec cette grosse responsabilité, parce qu'il veut t'en décharger. Il veut t'enlever une charge qui est en toi, comme si, quelque part, très jeune, tu avais appris, toi, à être une femme, on pourrait qualifier de hyper responsable, comme si tu avais été confrontée à devoir prendre beaucoup sur tes épaules, et que lui, quelque part, ben, il semblait comme le regretter. C'est comme ça que je perçois son message. Et comme ça, quelque part, il avait envie de te décharger de ce poids-là que tu avais dû donc soutenir très, très jeune dans ta vie. Je ne sais pas comment tu reçois ce que je viens de te dire. Oui, ça me parle beaucoup, vu que je l'ai perdu à 5 ans.
à toi, c'est comme si, à quelque part, ben, dans l'image, à quelque part, c'est un homme qui est très droit, c'est comme ça que je pourrais te décrire, puis il y a une forme de impassible, comme ça que je pourrais dire. C'est comme s'il est là pour faire quelque chose, mais il n'est pas de temps dans la relation avec toi. C'est un peu comme une tâche qu'il y a à faire. Et la tâche, ben, c'est une tâche, puis que toi, mais c'est comme si je sentais que tu avais énormément d'émotions par rapport à lui, mais lui a une forme de côté plus impassible, toi. Comme ça, quelque part, il est conscient que tu as beaucoup de choses en toi que tu portes, puis lui le fait comme pour se libérer de quelque chose, comme s'il comprenait quelque part que il y avait t'avais à te libérer de certain nombre de choses, puis ça allait te soulager, puis que lui, ça allait le soulager, mais en même temps, il y avait comme une genre de distance qui est présente quand même dans la situation. Puis je lui demandais un petit peu pourquoi. Et comment? C'est comme si je sentais que c'est quelqu'un, comme s'il me disait qu'il était très émotionnel, puis que cette volonté d'être impassible, c'était justement pour protéger à quelque part cette charge émotionnelle que lui-même porte en lui. Et dans ce sens-là, c'est un peu comme si je sentais que tous les deux, vous aviez une charge émotionnelle très forte, en fait, et que lui parvient à la dissimuler dans son expression, puis que toi, ben, quelque part, c'est un peu comme si c'était l'inverse de ça. Tu n'étais pas du tout capable de gérer cette charge émotionnelle-là, ou la contrôler, ou l'apprivoiser. C'est comme si c'était comme à fleur de peau dans ton cas, et que lui, ben, il y avait une gestion qui était beaucoup plus flegmatique, pourrait-on dire, dans son expression. Puis que quand il cherche à intervenir, mais c'est un peu comme si, à quelque part, la charge émotionnelle que tu ressens dans toi, c'est comme s'il la prenait, et quand il la prenait, ben, il devenait que toi. Enfin, quand je dis toi, il devenait plus émotionnel, plus sensible, plus à fleur de peau, justement, et c'est comme si ça lui faisait du bien, parce qu'il n'avait comme pas pu te dire quelque part qu'il t'aimait, et il n'avait pas pu te dire quelque part qu'il avait envie de te prendre dans ses bras, puis de te témoigner à quelque part toute l'affection et l'amour qu'il pouvait avoir, et que ça l'a finalement fait beaucoup souffrir, puis c'est ça qui l'a amené à comme créer comme genre de coupure, c'est comme ça que je dirais ça, entre toi et lui, et qu'aujourd'hui, ben, il y avait le désir de rétablir ça, et que la charge, en tant libérant de cette charge émotionnelle-là, c'est comme s'il te permettait aussi de te retrouver dans une position plus calme, plus tranquille, plus harmonieuse avec toi, puis que lui, quelque part, ben, il devenait justement, entre guillemets, il prenait la responsabilité de quelque chose qu'il n'avait pas pris comme responsabilité, qui était finalement cette charge émotionnelle que tu avais eue. Un peu comme quelqu'un qui se dit où est-ce que tu es? Puis il n'y a pas de personne qui répond. Tu sais. Papa, où est-ce que tu es? Puis il n'y a pas de réponse. On reste dans une espèce d'angoisse puis de panique, si tu veux. Et c'est un peu comme s'il avait le souhait de réparer un peu ça. C'est comme ça que je perçois ça. Et que le fait d'avoir libéré ça, c'est comme si ça crée un calme chez toi. Donc, ça serait peut-être intéressant de voir comment ça se répercute dans ta vie ensuite, ça. Je ne sais pas comment tu reçois ce que je viens de te dire. Ça me touche énormément parce qu'il a été tué quand j'étais petite en bas de chez moi. Et mais là, je voulais savoir, c'est cette charge émotionnelle avec toute une culpabilité que je ressentais. Est-ce que le fait que tu l'aies dit, ça va décharger pour moi, ou j'ai encore quelque chose à faire par rapport à cette décharge émotionnelle? Je ne l'ai pas juste dit, hein, c'est que ce que je t'ai dit, c'est que je l'ai décrit. J'ai décrit quelque chose qui se faisait. Donc, c'est pas juste des mots que j'ai dit, c'est qu'il y avait quelque chose qui se faisait. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, ben, quelque part, c'est que le fait d'avoir fait, c'est un peu comme si, moi, ce que je sens, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était déposé en toi et qui te mettait en contact, justement, avec, tu sais, quand on dit, je prends en charge quelque chose qui est moi. Je prends pas en charge la souffrance de l'autre ou les questionnements existentiels que j'ai pu avoir dans ma vie. C'est comme si je prenais en charge qui je suis. Et prendre en charge qui je suis, ben, c'est poser un regard de sourire sur mon visage, puis commencer à être excité à vouloir entreprendre des choses dans ma vie qui me nourrissent de plaisir, de joie, d'expansion de conscience. Tu vois, il y a quelque chose là-dedans ça devient léger. Enfin, c'est comme si je sentais ton énergie devenir légère. Alors moi, ce que je te dirais que ce que tu peux faire, puis dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, ben, chercher justement à te définir par rapport à cette clarté-là, ce plaisir-là, cette envie de te rendre heureuse. Toi, c'est comme ça que je te dirais ça, toi. Si c'est possible pour toi, ce serait comme ça que je te présenterais. Ben super, merci en tout cas. Bienvenue. Donc, voilà, ça c'était pour l'idée donc des personnes décédées. Alors, évidemment, comme je dis, c'est un survol, hein.
et on y va avec des choses assez sommaires, mais quand même, ça peut être intéressant de le découvrir. Donc, le prochain volet, peut-être une autre chose que je dis sur les personnes décédées, parce que c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est que moi, ma mère est décédée il y a quelques années, et j'étais en Belgique à l'époque, et j'ai eu un problème d'avion, c'est-à-dire que la compagnie avec laquelle j'avais un billet d'avion a tombé en faillite. Et j'ai donc pas pu retourner où est-ce que je voulais retourner au Québec dans la période où ma mère venait de décéder. Et pourtant, on s'était parlé avec ma sœur, qu'on avait déjà tout arrangé pour que j'arrive au bon moment pour participer aux cérémonies, tout ça. Et comme il y a eu cette espèce de situation-là qui n'était pas prévisible, ben j'ai dû donc j'ai pas pu participer à la cérémonie. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un travail à distance sur ma mère, qui était donc décédée. Et c'était une expérience assez marquante pour moi parce que c'est là que j'ai compris, finalement, que ma mère avait plusieurs expressions. Elle était décédée, mais elle avait plusieurs expressions d'elle-même selon des niveaux de conscience où je voyageais à travers elle. Ça qui m'amenait à constater que finalement, lorsqu'on parle d'une personne décédée, la question qu'on doit se poser quelque part, c'est à quelle personne décédée que l'on parle. C'est-à-dire que si moi, je peux raisonner avec une partie de la personne décédée, c'est-à-dire que on part du principe que dans mon champ énergétique, j'ai plein de personnages dans mon champ à moi. Alors, quand une personne décède, mais c'est un peu comme toutes ces informations qui se trouvent dans son champ énergétique se retrouvent effectivement libérées dans un espace subtil. Puis évidemment, ben, la personne qui était ma mère, ben, avec quelque part, bon, elle était morte de la maladie d'Alzheimer. Donc, ce que je peux constater, c'est qu'elle était dans un certain niveau de conscience lorsqu'elle était, par exemple, dans la Terre, hein, lorsqu'elle était donc incinérée. Ensuite, je la voyais de d'autres façons, dans d'autres niveaux de conscience. Puis selon les niveaux de conscience où j'étais, il y avait des niveaux de conscience où elle était plus expansive, plus dans un état de bien-être, d'harmonie, et dans d'autres cas, dans des états plus de panique, etc. Puis évidemment, le travail consistait à déprogrammer, soigner pour justement permettre aux diverses facettes de ma mère de se retrouver dans une position d'alignement et de permettre donc justement une libération à quelque part globale, à quelque part de retrouver une forme d'harmonie le plus possible dans chacune de ces facettes-là. Je dis ça comme ça parce que c'est même intéressant, parce que ça ouvre la porte évidemment à une question à se poser. Bon, quand on est un médium, le médium, il communique avec qui? Il communique avec une facette de la personne décédée qui résonne avec lui, par exemple. Et dans ce sens-là, bien évidemment, ça ouvre la porte aussi donc à comprendre que lorsqu'on veut accompagner une personne décédée, dans quelque part, on doit comprendre que c'est peut-être des multi-états de conscience qui se retrouvent là, et ça ouvre la porte donc à une réflexion sur la mort, hein, finalement, puis sur l'idée de ce qu'on dit communiquer avec une personne décédée, avec qui on communique véritablement. C'est une facette de la personne qui est décédée, et cette facette-là, mais c'est qui elle est, cette facette-là. Donc, ça peut être des facettes plus évoluées, moins évoluées de la conscience humaine, de l'individu en question, et ça peut être intéressant donc de réfléchir à cela. C'était un petit peu comme un genre d'éléments que j'avais envie de vous partager. Maintenant, l'autre aspect que j'avais envie de vous partager maintenant, c'est concernant l'alignement à l'âme. Alors, l'alignement à l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de poser un regard sur un individu dans lequel on reconnaît qu'il est fait de chair et d'os, donc fait d'un corps terrestre. Il y a donc autour de son champ terrestre, de son corps physique plutôt, un champ énergétique qui est le rayonnement biolumineux des cellules, l'aura. Ensuite, on va constater que à un niveau encore plus subtil, il y a de l'information associée à l'histoire personnelle d'un individu. À un niveau plus subtil, on va retrouver également des mémoires familiales et des mémoires d'autres vies qui vont donc nous indiquer justement à ce moment-là la raison d'être de l'expérience humaine, c'est-à-dire que les mémoires d'autres vies avec lesquelles je résonne me donnent des informations sur le sens de mon existence. Et évidemment, au-delà des mémoires d'autres vies, on a accès à ce qu'on peut appeler l'âme. L'âme, qui est la source rayonnante et lumineuse dans laquelle il n'y a plus d'informations, c'est-à-dire qu'elle est pure, cette source d'information, cette source de lumière, et elle n'est plus colorée par de l'information qui pourrait polluer la conscience. Alors, c'est un peu une façon que j'ai de vous présenter un peu l'âme et l'expression des diverses couches énergétiques vers le corps terrestre. Puis évidemment, qu'est-ce que je vous propose, c'est on peut donc, dans certaines techniques que je fais, moi, établir la relation entre l'âme qui rayonne vers le corps terrestre et de quelle façon que ce rayonnement-là va affecter les couches énergétiques que je viens de vous décrire. Et ça me permet donc ensuite de pouvoir donner des informations sur la personne
de cette capacité qu'elle a d'être en alignement avec son âme ou pas du tout, et de lui faire part des endroits où ça passe pas, cet alignement-là, où s'il y a des perturbations, des déséquilibres, des conflits qui peuvent exister. Donc, si vous voulez bien, ce serait donc avec une personne que je le ferais. Il y a donc la première personne, c'est Magali qui s'est présentée pour le faire. Et s'il y a des questions, bien évidemment, sur ce thème-là, ben, vous pouvez évidemment m'en faire part. Hein, s'il y a des questions sur la compréhension de ce que je vous raconte, ben, vous pouvez donc me faire dire, bien sûr, hein, puis on pourra regarder de quoi il s'agit. Je pourrai répondre aux questions. Alors, Magali, est-ce que tu as un thème particulier que tu aimerais qu'on regarde ou je me laisse guider simplement ce que je perçois? Je veux bien que tu te laisses guider par ce que tu perçois. OK. Alors, toi, ce que je sens par rapport à toi dans le premier temps, ça touche le champ énergétique, donc ça touche la région du cou. Donc, et la région du cou, c'est un peu comme si ça fait penser l'idée à quelqu'un qui se fait guillotiner ou quelqu'un qui se fait vraiment attaquer au niveau de la région du cou. Mais bon, la notion de guillotine se prête bien à ça. Et ça m'a évidence à quelque part, tu sais, qu'on ne peut pas communiquer, on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans la vie. C'est plutôt relié à l'impression que j'ai de toi, en tous les cas, l'impression que tu ne peux pas dire quelque chose. Et pourquoi tu ne peux pas dire? Ben parce que si tu le disais, ça entraînerait quelque part, tu sais, quand on met en lumière, des fois, par la parole, on peut mettre en lumière un certain nombre de choses qui sont défendues. C'est inacceptable qu'on mette en lumière des choses qui ne devraient pas être mises en lumière. Et j'ai l'impression que pour toi, il y a quelque chose que tu as fermé. C'est un peu comme quelqu'un qui a fermé la lumière se disant, je sais que si je mets ça en lumière, ça va créer de la bisbille, ça va créer des conflits, ça va créer des difficultés. Je veux pas, moi, quelque part, de ces conflits-là. Donc, j'aime mieux, finalement, me taire. Toi, c'est un peu comme ça que je perçois ça dans un premier temps. Je sais pas ce que tu en penses de ce que je viens de te dire. Oui, ça résonne bien, je trouve. Je vois pas ce que je ne peux pas dire vraiment, ou ce serait des petites choses, mais ça me parle, ouais. Mais moi, ce que je te dirais, c'est que, bon, je vais dire ça d'une façon caricaturale en disant comme ça, il y a le mensonge, OK, quand on peut dire des choses et révéler des mensonges. Les mensonges, c'est quelque part quand on se retrouve dans une position où on est quelqu'un qui, et là, ça peut faire référence à la mémoire d'autre vie, qu'on est une personne de pouvoir. Une personne de pouvoir, c'est une personne, justement, qui a donc la capacité de dire des choses, de communiquer, d'exprimer et de prendre sa place. Et quand on a l'impression que cette personne-là qui est dans une position de pouvoir, on se la fait enlever ce pouvoir-là d'une façon injuste, incorrecte. Ben, à quelque part, on se retrouve dans une position où on se tait. On se tait pourquoi? Ben, parce qu'on a compris que cette injustice-là ne peut pas être dévoilée. Pourquoi? Parce que si elle est dévoilée, on est détruite. On est détruite parce que justement, les gens qui nous ont enlevé ce pouvoir-là que l'on avait, ben, à quelque part, si on le dénonce, ben, ces gens-là vont nous exterminer. Et à ce moment-là, on ne peut pas communiquer, on ne peut pas le dire. Donc, on reste avec une certaine forme d'impression, et je vais exagérer avec le terme que j'ai utilisé, mais d'humiliation, dans le sens qu'on a l'impression, finalement, qu'à quelque part, on méritait et on n'a pas eu le droit de pouvoir, justement, être reconnu dans le mérite que l'on avait. Et non seulement on n'a pas été reconnu, mais on nous a enlevé l'autorité, on nous a enlevé le droit d'exprimer ce qu'on était. Et moi, ce que ça fait comme conséquence dans ta vie, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui, au lieu d'être en lumière, a plutôt tendance à se mettre dans l'ombre, dans le sens que tu te mets pas, je dirais qu'il y a un potentiel lumineux en toi, mais que tu te permets pas d'assumer ce potentiel lumineux-là, pour la simple raison que tu as toujours les bonnes raisons pour pouvoir expliquer que tu le feras pas, parce que tu veux pas déranger ceci, tu veux pas déranger cela, tu veux pas faire ceci. Toi, il y a comme une espèce de volonté de garder un ordre, une organisation dans laquelle tu te mets pas dans une position où tu pourrais être dans le pouvoir. Être dans une position de pouvoir, c'est une position dans laquelle tu reconnaîtrais ta royauté, en quelque sorte. Je sais pas si tu me suis par rapport à ça. Oui, je te suis. Je suis épatée, ça me parle vraiment beaucoup. Oui.
c'est exactement ça. Alors ça fait référence, donc, dans ton cas, quand on regarde l'alignement de l'âme, c'est le niveau causal. Le niveau causal, c'est le mémoire d'autres vies. Et c'est l'aspect énergétique qui sont concernés, puis physique. Là, évidemment, c'est comme si au niveau de ton cou, moi, je sens qu'il y a des personnes comme si c'était pas une zone flexible. Tu sais, c'est comme ça que je sens ça, moi, en tous les cas. Il y a quelque chose de pas aligné à ce niveau-là. Je sais pas comment tu vois ça. Oui, c'est vrai. J'ai souvent un peu en dessous du cou, des fois des blocages, ou au niveau du crâne, à l'arrière, juste au-dessus du cou aussi. Pareil, des fois, ça me fait des tensions. Peut-être qu'on interagit maintenant avec ça, mais toi, ce que je sens, c'est que toi, maintenant, bon, évidemment, on ne va pas aller tout en détail, mais quand on interagit avec de l'influx de l'âme au niveau de la région de la gorge, qu'est-ce qu'on voit? C'est la région du ventre qui apparaît. Et la région du ventre, ben, pour moi, il y a une question de vide. C'est le vide existentiel. Le vide existentiel, c'est l'être humain qui arrive sur Terre, puis finalement qui se dit, ben, pourquoi je suis là, tu vois? Et pourquoi je suis là? Ben, c'est pour finalement réapproprier certains pouvoirs dans ma vie. Et ce pouvoir-là, quelque part, ben, c'est de gueuler. Gueuler, je dis gueuler, j'exagère en disant comme ça, mais gueuler, c'est d'ouvrir la bouche, puis de dire, hey, t'es en train de prendre ma place, toi, là. Non, non, ça, c'est ma place. Tu comprends? Il y a quelque chose là-dedans d'affirmer. On ne peut pas accepter, justement, que quelqu'un nous prenne la place qui est la nôtre. On pourrait l'accepter, mais dans ton cas, tu dois pas l'accepter. Tu dois apprendre, justement, à te réapproprier ce pouvoir-là, ce qui implique donc l'affrontement. L'affrontement, c'est pas un affrontement dans le sens physique du terme, mais l'affrontement, c'est que dès qu'on ose prendre position pour assumer qui on est, c'est évident qu'il y a des répercussions qui vont en résulter à ce moment-là. Tu comprends? Oui, je comprends. Et c'est pour ça que je ne le fais pas, parce qu'en fait, j'ai un peu peur de ce qui peut se passer, parce qu'en général, c'est pas agréable. Je comprends bien, ça, c'est sûr. Mais je pense qu'en même temps, c'est essentiel quelque part pour toi tu sais, on peut s'affirmer. S'affirmer, des fois, on a toujours l'impression que c'est évidemment se mettre en conflit avec quelqu'un ou vivre une confrontation ou quelque chose comme ça. Mais on peut envisager ça autrement en se disant qu'avec bienveillance, on peut très bien s'affirmer, on peut très bien dire à quelqu'un ce qu'on peut ressentir, ce qu'on vit. Et on peut le faire avec bienveillance, puis ça peut nous amener justement à constater qu'à l'état de nous-mêmes, il y a une émotion qui est là et qu'on ne peut plus négliger parce qu'elle est ferme, elle est autoritaire, elle est déterminée. Et que si on fait semblant de ne pas être ça, ben on est à côté de nos pompes complètement. On est en train de se mentir à soi-même. Et je pense que c'est ça un petit peu que tu dois apprendre à apprivoiser, c'est que dans le ventre, dans tes jambes, il y a une femme forte, puissante, que tu as peur parce qu'elle te met en danger, parce que justement, tu as la peur de l'affrontement, tu as peur de toutes sortes de choses. Et je pense que si tu apprends à tenir compte de la notion de bienveillance, c'est-à-dire que tu ne veux pas l'affrontement. Ce que tu veux, c'est simplement arriver à développer des relations plus saines entre toi et ton entourage pour que les gens comprennent que tu es quelqu'un qui a envie de plus prendre sa place qu'avant. Et je pense que c'est essentiel pour toi de pouvoir apprendre à le faire, ça. D'accord, oui. J'entends. Oui. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais à dire te concernant. Ça te va? Ah oui, merci, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Donc là, je vois qu'il y a des questions. On va aller voir les questions qui m'ont été posées. Est-ce la sensation au cou est fréquemment en lien avec une mémoire de guillotiné? Ben oui, non, oui, puis non. C'est-à-dire que la mémoire de guillotiné ne va pas nécessairement toujours faire référence à ça. Dans ce cas-ci, pour être plus précis, j'aurais dit que c'est une torture au niveau de la région du cou que je percevais, une torture dans laquelle on a brisé la nuque. Alors, c'était comme ça que je le percevais, non pas une guillotine, pour être bien précis avec ce que je disais avec la personne précédente, je ne m'appelle plus son nom, je m'excuse, c'est pas Magali, voilà. Donc, c'était concernant ça. Maintenant, le cou, bien évidemment, moi, j'aime pas tellement faire ce genre de lien systématique en disant « Ah, tu as un problème de cou, donc t'es guillotiné. » Je trouve que c'est facile. Et c'est souvent mensonger. Parce que quelque part, c'est pour ça que la pratique intuitive mérite à quelque part d'être développée, parce que quand on a développé notre démarche intuitive, on est capable de justement ne pas se laisser guider sur des logiques implacables qui sont pas de l'ordre de l'intuition, mais qui sont de l'ordre du rationnel. Et quand on est dans le rationnel, on n'est plus à l'écoute de notre perception intuitive. Je trouve ça un peu dommage, parce que l'intuition, quand même, je pense que j'en fais un peu la démonstration, on est capable de voyager dans divers univers, dans divers niveaux de perception. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de découvrir justement que la perception intuitive est pleine de possibilités, est pleine de ressources.
Et c'est ça un peu que je dirais par rapport à ça. Et également, Katia qui me demandait s'exprimer, s'exister. C'est ce qu'on m'a dit une fois. Bien évidemment, tu as bien raison. Je pense que s'exprimer, c'est exister. Puis évidemment, c'est que si on n'exprime pas qui on est de l'intérieur, la voix, finalement, la gorge nous permet de tenir compte de ce qui anime notre monde intérieur. Et ce qui anime notre monde intérieur, ben, c'est à quelque part cette envie que l'on a de développer une forme d'authenticité avec nous-mêmes, parce que finalement, si je suis authentique avec moi, je reconnais que j'ai des choses à communiquer, et si je les communique, ben, quelque part, je manifeste à quelque part devant d'autres gens ce que je suis. Et ça, je pense que c'est quelque chose, évidemment, qui indique bien cette notion d'incarnation. Hein, j'incarne qui je suis quand je fais une démarche comme celle-là. Donc, maintenant, l'autre aspect que j'avais envie d'explorer avec vous, c'était concernant les guides spirituels, des choses comme ça. Alors, moi, ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que les guides spirituels se retrouvent dans toutes les sphères précédentes. C'est-à-dire que dans le potentiel santé, on va retrouver dans les cellules de notre corps une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui exprime une forme de guidance. Si on regarde les mémoires personnelles, de notre histoire personnelle, ces mémoires-là, elles sont figées, mais si on apprend justement à les défiger en les déprogrammant, on leur donne accès. Elle nous donne accès à une forme de guidance aussi. Donc, il y a quelque chose d'intelligent, encore une fois, qui s'exprime. Les mémoires familiales, les mémoires d'autres vies sont du même acabit. C'est-à-dire que si on interagit avec ces mémoires-là, on découvre une forme de sagesse et d'intelligence. Et si on les déprogramme, ben, elles nous donnent accès justement à une guidance véritablement qui est fort intéressante. Les personnes décédées, de la même façon, si on cherche à les déprogrammer plus spécifiquement, bien évidemment, elles vont aussi nous transmettre une guidance qui nous permet d'élargir notre champ de conscience. Et l'alignement à l'âme, même chose, on a pu voir évidemment que dans l'interaction de l'âme qui s'exprime vers notre corps terrestre, il y a effectivement plein d'informations de sagesse qui vont en résulter, qui est une autre forme de guidance. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est que l'idée de guide, à quelque part, c'est une représentation de ce qu'on pourrait appeler donc la sagesse ultime. C'est-à-dire que l'âme ben, s'exprimerait à travers l'idée qu'un guide peut se manifester à nous. Alors, dans cette idée-là, bien évidemment, on peut travailler avec les guides. Et de quelle façon? Bien, c'est simplement en acceptant l'idée qu'un guide ben, peut se manifester à nous sous toutes les formes que je viens de vous décrire. Mais quand on cherche à travailler avec un guide, on va faire référence à des énergies dites spirituelles. Bon, un guide, c'est un sage, c'est un ange, c'est un être quelque part ayant une conscience évoluée, ça peut être un maître. Vous voyez, on va donner une valeur spirituelle à des appellations comme ça. Sauf que malheureusement, on a tendance à ce moment-là, parce qu'on veut communiquer avec des guides, on va refuser de communiquer avec des énergies qui sont moins évoluées qu'un guide dans notre tête à nous, parce qu'on va se dire, ben, c'est pas assez évolué, cette énergie-là n'a pas l'air très évoluée. Mais l'important, c'est pas comment elle se manifeste à nous, l'énergie. Hein? C'est qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Hein? Si Jésus se présente à moi, puis qu'il n'y a rien à dire d'intéressant, ben, je vais dire, ben, ma communication avec Jésus n'est pas intéressante. Ça veut donc dire quelque part que l'important, évidemment, c'est pas de se laisser prendre par la forme ou l'identité de l'énergie de guide. L'important, c'est de comprendre que le guide a un message à nous transmettre et que ce message-là, c'est lui qui va être significatif, c'est lui qui va être important. Alors, si on reste simplement sur la fascination de l'apparence qui se manifeste à nous, mais c'est un peu comme si on rencontre dans la rue quelqu'un qui a une belle apparence, mais qui finalement, il peut être un bandit. Hein, vous voyez à quelque part qu'on doit dépasser simplement le stade des apparences. Puis quand on travaille avec les guides, bien justement, les grands pièges que l'on retrouve avec les guides, c'est que ça mène dans cette notion du bien et du mal. Le guide, c'est un bon guide. Il est gentil, il est lumineux, il a des beaux yeux bleus, des beaux cheveux blonds, il est gentil, il dégage de la paix, de l'harmonie. Donc, je lui fais confiance. Alors que le monsieur qui a une barbe mal rasée, puis qui a des gros boutons sur le nez, puis qui a l'air méchant, ben lui, quelque part, je veux rien attendre de lui. C'est un méchant. Et là, vous voyez, on tombe dans la dichotomie. On tombe dans la notion du bien et du mal. Et ça, moi, je vous encourage vivement à être attentif, à ne pas sombrer dans cette voie-là, parce que c'est une voie qui repose sur la superficialité des choses. Quand on cherche à faire une démarche intuitive, on doit questionner les énergies qui se manifestent à nous, quelles qu'elles soient, sans les juger. C'est-à-dire que si une énergie semble négative, ben, je vais lui demander pourquoi tu te présentes comme ça, c'est quoi ta souffrance, etc. On doit comprendre que les énergies qui se présentent à nous sont souvent animées de souffrance et dans ce sens-là, évidemment, sont souvent aussi animés par une conscience importante qui sont capables de nous transmettre d'importants messages. Alors que si l'énergie se présente comme un guide et qu'elle n'a rien à nous communiquer, ben, quelque part, c'est
un guide qui n'est pas intéressant. Donc, moi, je dirais que qu'est-ce qui va déterminer la qualité d'un guide? C'est la capacité à nous faire du bien, c'est sa capacité à nous transmettre de l'information de sagesse intelligente et cette capacité, justement, de nous guider, de nous orienter dans notre vie. C'est ça qui va faire qui va déterminer qu'on communique avec un guide d'une façon sûre et certaine, disons. Alors, le guide, de quelle façon moi je les utilise? Moi, je n'utilise pas systématiquement parce que, comme je l'ai dit, je considère que le guide se manifeste à travers toutes les formes que je viens de vous présenter précédemment. Mais quand j'utilise un guide, c'est parce que quand je suis un peu mal pris, entre guillemets, je vais venir un guide qui, lui, va m'aider justement à pouvoir atteindre, élargir un champ de compréhension par rapport à une situation que je ne comprends pas très bien. C'est souvent là que je vais intervenir avec un guide, ou encore là, quand quelqu'un m'a fait part d'un désir, justement, de faire un travail plus spécifique autour des guides. Ça va être là que je vais effectivement faire un travail à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un qui aura envie, justement, de pouvoir le faire? Donc là, je vois que vous avez été rapide sur le truc, mais c'est tellement rapide que je vais donc y aller avec Zéphyr parce que c'est à peu près le moment où je pense que quand j'ai fait la demande, c'est avec Zéphyr que j'ai vu apparaître son nom. Alors Zéphyr, est-ce que tu as un thème particulier? Thème particulier, Sylvain. Je suis très curieux de voir ce qui se passe pour toi. D'accord. Donc, on va aller voir ça. Alors, je vais te décrire ce que je vois, puis on va l'aborder ensemble par la suite, on va explorer ça ensemble. C'est un peu comme si je sentais, il y a plusieurs guides qui sont présents, OK? Mais ces guides-là, quelque part, là, c'est une caricature que je vais te présenter, puis il ne faut pas le prendre trop au sérieux comment je vais te le présenter. C'est comme si ces guides-là, quelque part, semblaient dire qu'ils avaient de la difficulté à communiquer avec toi. Et ils semblaient, quelque part, être un peu, entre guillemets, désemparés, OK? Parce que, justement, il y a une forme de fierté qui se manifeste de toi. Et cette fierté-là fait que c'est difficile pour eux d'arriver à communiquer avec toi et transmettre finalement quelque chose qui touche l'humilité et qui touche à quelque part la capacité de développer la compassion. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là, comme si pour toi la compassion c'était dangereux et qu'il fallait éviter ça. Et ces guides-là étaient là comme pour te transmettre un savoir, pour t'aider à diriger ton attention à cette voie-là. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Ah, je suis curieux autour de la notion de la compassion. En tout cas, la question de fierté, humilité, je pourrais avoir tendance à te dire que justement, moi, j'aurais plus tendance à te dire, j'ai l'impression que je dois mériter de pouvoir communiquer d'une certaine manière. Il y a un truc de je devrais faire quelque chose ou prouver quelque chose plutôt que recevoir simplement. Tu vois? Est-ce que je suis digne? C'est plutôt ça que je me mettrais en tête. Ouais. Mais tu vois, quand la scène que je vois apparaître, c'est un peu comme, tu sais, le roi qui va être reconnu, on va lui mettre la couronne sur la tête, pas la couronne, mais la couronne sur la tête. La couronne, c'est pas tout à fait la même chose. Mais la couronne sur la tête, et je sens quelque part, il y a quelque chose, il y a beaucoup d'humilité dans l'acte, dans un acte comme celui-là, puis en même temps, beaucoup de fierté puis d'orgueil, à quelque part, parce que le roi va recevoir cet officiel maintenant qui va être un roi. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose chez toi qui attend une forme de reconnaissance de cet ordre-là. Et maintenant, je vais laisser parler les guides maintenant, parce que là, c'est moi qui parle. Je vais voir qu'est-ce que les guides vont intervenir, de quelle façon ils vont intervenir. Puisqu'ils semblaient dire qu'il y a de la difficulté à communiquer avec toi, on va les laisser faire un peu. Ça, c'est un peu comme si c'est un des guides, dans tous les cas, il met ses mains au niveau de ton cœur. Et il y a quelque chose de souple, une forme de souplesse qui cherche à te transmettre au niveau de la zone de ton cœur, parce qu'il y a une tension dans ton cœur. Tu sais, quand on dit non, on ne m'aimera pas, non, on ne m'aimera pas, toi, non, on ne m'aimera pas. Donc, on part du principe qu'on n'a pas à être aimé, parce que quelque part, dans cet acte d'amour-là, il y a deux choses. Il y a l'abandon. Si j'accepte que l'on m'aime, je vais devoir m'abandonner, je vais devoir accepter d'être aimé. Je vais devoir accepter quelque part de m'aimer aussi parce que je ne serai plus en train de me maudire. Tu vois, de me maudire. Me maudire, c'est fort, hein? C'est de dire, mais voyons, pourquoi tu te maudis? Mais parce que tu t'aimes pas. Pourquoi tu t'aimes pas? Ben parce que quelque part, tu n'es pas content de toi. Il y a quelque chose que tu n'as pas le sentiment d'avoir réussi
à accomplir. Et cet accomplissement-là, il repose justement sur l'acte d'aimer. Tu sais, quand on arrive sur Terre puis qu'on est un enfant, on a envie de répondre à l'amour qui nous est donné. Puis si on a l'impression qu'on n'a pas été capable de donner l'amour qu'on aurait dû donner, ben on peut à quelque part s'en vouloir parce qu'on peut avoir l'impression justement que les gens, parce qu'on ne leur a pas donné ce qu'on aurait dû leur donner, ben ils vont, entre guillemets, ne pas tenir compte de nous suffisamment, ne pas nous valoriser suffisamment. Donc, on reste dans une position un peu comme de mécontentement et un peu comme quelqu'un qui attend quelque chose parce que quelque part, il n'est pas satisfait puis attend qu'on lui reconnaisse le droit de pouvoir effectivement retrouver cette forme de dimension royale de cette personne. Je ne sais pas comment tu reçois ça. Je reçois carrément, Sylvain, ça marche. Enfin, je vais pas faire étalage de l'histoire, mon histoire de vie, mais ouais, ça résonne fort par rapport à l'amour maternel surtout, en fait, la relation à ma mère carrément. Ça tape. En tout cas, c'est ça que ça résonne très fort en moi. Ouais. Et toi, le guide, donc, il travaille à enlever comme un filet sombre au niveau de la jambe de ton cœur. Et le fait qu'il enlève ce filet sombre au niveau de ton cœur, ben c'est comme si, à quelque part, ça amenait comme un soulagement dans ta tête, comme si la tête commençait à s'abaisser, puis elle descendait plus vers le cœur. Puis, il y avait comme une envie de te prendre dans tes bras, comme ça, quelque part, il y avait quelque chose comme des pleurs qui venaient avec ça, puis l'impression, justement, que tu t'étais pas encore pardonné. Puis ce guide-là, c'est ça un peu qu'il cherche à te faire comprendre, c'est que le pardon, ça passe par le cœur. Puis ça passe par une forme de compassion envers soi. Parce que c'est comme s'il te manifestait, lui, l'idée que tu étais dur avec toi, et la compassion n'est pas au rendez-vous. Toi, la compassion, c'est, ben oui, j'ai envie d'avoir de la compassion pour moi, puis de comprendre à quelque part que je fais mon possible. J'ai peut-être pas fait ce que j'aurais voulu, mais j'ai fait mon possible. Et j'ai de la compassion, puis j'ai envie de me prendre dans mes bras, puis de me pardonner, tu vois. Et j'ai l'impression que quelque chose de cet ordre-là, que ce guide-là, quelque part, t'invite à faire. Puis le fait qu'il t'invite à le faire, mais c'est comme si lui-même, ça le soulageait. Ça le soulageait parce qu'il avait envie, finalement, de te voir franchir une porte. Et c'est un peu comme un palier, toi. Et le palier, quelque part, ça nécessite évidemment l'humilité. L'humilité, c'est qu'il y a un pan d'orgueil qui doit être abandonné pour accéder à cette autre voie-là. Et le pan d'orgueil, bien évidemment, c'est toute cette souffrance, hein, de dire, ben, j'ai pas été à la hauteur. Mais c'est un pan d'orgueil qui est derrière ça. C'est pour ça qu'il faut que tu le comprennes. Cet orgueil-là, quelque part, elle cache simplement une appréhension puis une peur, justement, de dévoiler un être, à quelque part, qui a une belle sensibilité, une belle volonté de communication, puis une belle volonté, justement, de reconnaître qu'il peut tendre la main vers des gens, mais il ne va pas être assez naïf pour ne pas tenir compte de lui quand il tend la main vers les gens. Tout ça, comme c'est une forme tu sais, qu'on est dans la largesse des sentiments, on peut se dire, ben, moi, je donne, puis je me fous à quelque part de rien recevoir parce que moi, je veux donner beaucoup. Mais quand on est dans une position où on reconnaît quelque part l'importance de qui on n'est plus prêt à se donner corps et âme à quelqu'un. On est capable de comprendre que moi, je vais donner que dans la mesure où on a un échange satisfaisant, puis que ça va me faire plaisir d'avoir cet échange-là satisfaisant. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par ça. Carrément, Sylvain. Merci beaucoup. Ouais, carrément. OK. Donc, ben, c'est ça. Ben, donc, ce que je sens de ça, évidemment, c'est que ça serait sans doute intéressant d'être attentif justement à cette notion de compassion, de pardon dont on parlait tantôt. Et je dirais d'incarner quelque part quelque chose de la douceur, la sensibilité, l'honnêteté à quelque part qui est en toi, que je sens que tu as besoin de développer de plus en plus fortement. C'est un petit peu ce que j'avais à te dire concernant ça. Ça va? Ouais, carrément. Ça tape juste la notion de douceur, elle est assez centrale à trouver. Et je te remercie et je vous envoie beaucoup de douceur à tous. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Merci et Makou à toi. Okay. Donc, c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, de faire un genre de petit voyage, comme vous êtes tantôt, c'était ça un peu le sens. Puis pourquoi je vous présente ce voyage-là, mais c'est pour rappeler quelque part que quand, moi, ça fait quand même plusieurs années que j'enseigne, puis ça fait plusieurs années quelque part que j'entends à peu près la même chose, c'est que les gens ont toute l'impression qu'ils ne sont pas en mesure de développer leur pratique intuitive, puis ils essayent jamais de l'expérimenter parce qu'ils sont convaincus à quelque part qu'il faut un troisième œil qui s'ouvre, il faut qu'il y ait quelque chose de spécial qui se passe. Puis moi, ce que je vous dirais, c'est que l'intuition, c'est un langage, et la langue intuitive, pour la développer, il faut être en mesure d'être capable
de se donner le temps de l'apprivoiser. Et se donner le temps de l'apprivoiser, c'est pas dans la préhension, puis de le voir comme un jeu aussi. Parce que des fois, il y a des gens qui se prennent trop au sérieux dans cette intuition, puis qui se disent, bon, ben, moi, je veux le développer en l'état d'un, je veux que ça se développe. Je veux que ça se développe. Puis comme ça, quelque part, ils oublient finalement que c'est une langue, et la langue demande une forme de pratique pour être capable de développer, donc, la grammaire et tout ce que vous voulez. Donc, l'idée de la pratique intuitive, ben, c'est quelque chose qui se développe, et il y a un week-end, le 2 et 3 novembre, qui a lieu, donc, auprès de Rennes, là. Il y a 2 journées, donc une journée que vous pouvez prendre seulement, vous pouvez prendre qu'une journée seulement si vous le souhaitez, c'est possible aussi. Et donc une journée, la première journée, c'est une pratique personnelle et professionnelle, donc vous apprenez à faire ça vous-même et sur un partenaire, et vous apprenez donc à découvrir dans la première journée la lecture intuitive, la déprogrammation de la mémoire cellulaire, et puis la technique de réunification, excusez-moi, qui est une technique très importante dans la pratique intuitive, où on apprend justement à faire la paix avec soi de cette technique-là, mais on apprend aussi à faire expérimenter à une personne, comme si quelque part, ça nous permettait vraiment de faire expérimenter une forme de confiance, une forme d'abandon à notre partenaire pour l'aider justement à effectuer une démarche de guérison. Donc, ça, c'est la première journée qui est explorée. On pratique sur soi, on pratique sur l'autre. Et la deuxième journée, c'est l'auto-guérison et les soins. Donc, encore là, on expérimente le potentiel santé dont je vous ai parlé tantôt, puis on vous enseigne des techniques pour être en mesure de cheminer dans le potentiel santé et dans l'auto-guérison. Puis ensuite, évidemment, on apprend à le faire sur un partenaire et on combine donc lecture intuitive, déploiemation et soins appliqués à la santé. Dans la première journée, c'est davantage la notion de réunification. Donc, on apprend à se réunifier aux énergies dissociées. Et la deuxième journée, plus à l'auto-guérison. Et ces deux journées-là sont complémentaires dans le sens qu'elles vous enseignent vraiment à développer la méthode, tant sur vous-même que sur un partenaire, et de comprendre justement de quelle façon il est possible par la suite de faire un travail sur vous-même de façon constante et régulière, puis aussi de le faire sur un partenaire. Vous avez une méthode pour appliquer ça à un partenaire. En plus de ça, vous avez un enseignement en ligne de plus de 20 heures dans lesquelles vous allez avoir l'ensemble de ce que vous avez vécu, dans ce week-end-là, mais en plus des éléments, des extras d'enseignement dans lesquels vous avez de nouvelles techniques qui vous sont enseignées, etc. Donc, vous avez quelque chose en main d'assez intéressant. Vous avez également donc des webinaires d'intégration par la suite. Donc, une fois par mois, vous avez l'opportunité d'assister donc à des webinaires et des webinaires dans lesquels vous pouvez poser vos questions, dans lesquels des lectures d'âme. J'essaie donc d'accompagner la pratique à travers ça. Puis, vous avez accès également à une communauté de gens qui pratiquent la pleine conscience intuitive, avec lesquels vous allez pouvoir donc échanger, partager, pratiquer si vous le souhaitez avec eux aussi. Donc, vous voyez que c'est un beau voyage qui est possible de faire. C'est le seul endroit que je fais faire en France cette fois-ci. C'est donc près de Rennes, là. Bon, si vous avez donc des intérêts, vous avez peut-être déjà l'information. Si vous n'avez pas l'information, vous pouvez communiquer avec moi ou encore avec Dominique Carès de Jaune Turquoise pour obtenir des informations à ce sujet-là. Et puis, c'est 250 € pour dire les choses comme elles sont. Donc, pour l'ensemble, donc ça inclut tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est un prix quand même fort avantageux, fort intéressant. Puis, l'autre chose que j'avais envie de vous dire, bien évidemment, je suis en tournée, donc je vais être en Suisse dans quelques temps. Et je vais également aller au Maroc également. Il y a des activités que je vais faire au Maroc également, donc, dont un voyage initiatique dans le désert où j'accompagne des gens avec des lectures d'âme et un enseignement équivalent donc au week-end d'introduction dans lequel qu'on va expérimenter à travers 6 jours dans le désert. Donc, si ça vous intéresse, évidemment, vous pouvez communiquer avec moi et je vous donnerai les informations et des enseignements aussi donc à Marrakech qui ont lieu également sur l'enseignement sur les chakras, entre autres. Et puis, évidemment, il y a un jeu de cartes sur la spiritualité ça fait un certain temps que je vous en parle. Et donc, je vais le recevoir donc demain, ou après-demain plutôt. Je vais recevoir donc les jeux de cartes. Et il y a donc le livre sur la spirale politique qui a déjà été imprimé. Donc, ça, c'est celui-ci. C'est le petit livret qui vous permet donc de découvrir les cartes, le jeu de cartes. Donc, ça, peut-être pas bien, mais en tout cas, ça vous permet de découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est, comment jouer avec le jeu de cartes. Alors, le jeu de cartes a été conçu pour développer la pratique intuitive, mais évidemment, c'est d'abord et avant tout un jeu pour développer l'intuition,
qui est basé sur ce que j'appelle la spirale évolutive, hein, qui est ce livre-ci, qui est un livre quand même assez dense, de 700 pages, hein, qui vous présente d'une façon très complète tout ce qu'est la spirale évolutive. Et puis, donc, concernant le jeu de cartes et le livre abrégé, bien évidemment, vous allez recevoir un mail pour que je puisse vous en faire part, là, quand est-ce qu'il va être disponible officiellement. Donc, c'est quelque chose que je vais vous tenir au courant très bientôt à ce sujet-là. Alors, Malika qui me dit, c'est une belle analogie, l'intuition en langage. Oui, je pense, puis j'y crois fortement. Puis c'est pour ça que la pratique de la pleine conscience intuitive, pour qu'elle puisse se développer, on doit arriver justement à la pratiquer plus qu'une journée. C'est un peu comme la langue. Si je veux apprendre l'italien, mais je peux pas apprendre l'italien en une journée. Je dois pratiquer pour être capable de le maîtriser. C'est exactement comme ça qu'on doit comprendre que l'intuition fonctionne. Et je parle en connaissance de cause, puisque ça fait plus de 35 ans que je pratique. Ça fait plus de 25 ans que j'enseigne. Donc, je pense que je peux vous dire que je sais comment ça fonctionne et qu'on peut arriver tous à le faire. Il y a beaucoup de gens qui sont parvenus à le faire. Même après un week-end, on arrive à des résultats. Donc, voilà. On retrouve toutes les dates quelque part. Donc, oui. Ben, en fait, vous allez recevoir un newsletter bientôt dans lequel vous allez avoir toutes les dates. Le 2 et 3 novembre, c'est à Rennes. Ensuite, vous avez un week-end en Suisse qui va être le 23-24 ou quelque chose comme ça, le 23-24 novembre, il me semble. Au Maroc, c'est le 12 ou 18 décembre, il me semble, pour le voyage initiatique dans le désert. Il y a un week-end qui devrait avoir lieu à Marrakech aussi, au début décembre. Donc, voilà, c'est ça un peu. Sandrine qui me dit comment s'inscrire au week-end. Ben, il suffit de communiquer avec moi ou avec Dominique Caresse, puis on va vous donner des informations pour pouvoir le faire. Tu auras les cartes ce week-end à la vente au stage. Oui, il devrait être disponible, Marie-Hélène. Et puis, on peut se le procurer où? Ben, actuellement, bon, le livre, je peux vous l'envoyer sans problème. Le jeu de cartes, ben, je ne l'ai pas encore. Il va arriver donc dans une journée, d'ici jeudi. Ils doivent finalement décider de comment je vais faire pour mettre en place les structures à ce sujet-là. Mais vous allez être informés, n'ayez crainte, ça me fait plaisir. Il y a également le livre Le Messager qui a été réédité. J'ai fait des ajouts également. Donc, tous mes livres, en quelque part, je suis en train de les réactualiser. Vous avez comme le décodage intuitif aussi qui avait été écrit il y a quelques temps aussi, qui vient d'être publié. J'ai mis une 50aine de pages de plus. Donc, vous voyez que tous les livres s'actualisent et le jeu de cartes va être disponible. Puis le week-end, ben, ceux qui seront là, ben, vous aurez accès. Donc, vous pouvez acheter le jeu de cartes en primaire, vous êtes parmi les premiers à pouvoir découvrir le fameux jeu de cartes. Puis il y aura également des enseignements en ligne qui vont être faits gratuitement pour vous permettre donc d'apprivoiser le jeu de cartes d'une façon plus importante. Il y a Dominique Caresse qui a mis dans le chat, pour ceux qui sont intéressés, le numéro de téléphone pour ceux qui seraient intéressés à s'inscrire pour le week-end du 2 et 3 novembre autour de Rennes. Donc voilà. Je pense que j'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire. Mais évidemment, vous pouvez trouver des consultations s'il y en a qui sont intéressés en présentiel à Redon ou encore, bien sûr, vous pouvez également faire des consultations, me proposer des consultations donc à distance, c'est possible aussi. Pour les gens du Québec, le jeu de cartes et tout ça, je vais vous tenir informé. C'est une question maintenant d'organisation que je dois mettre en place pour pouvoir vous proposer le jeu de cartes très bientôt. Donc, je vous tiens au courant aussi à ce sujet-là, n'ayez crainte. Donc, voilà, je pense que j'ai pas mal tout dit. Ceux qui seraient intéressés à devenir membres de mon newsletter, ben, ça peut être intéressant pour vous puisque vous avez toutes les dates qui vont vous être transmises. Je propose des conférences en ligne régulièrement, donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent le faire. Donc, ben, merci à tous pour l'appréciation. Sylvain, s'il te plaît. Oui. Étant donné que tu as ton jeu de cartes à Rennes, les gens qui ne font pas l'atelier mais qui habitent la région de Rennes et qui souhaitent venir l'acheter peuvent venir l'acheter à l'hôtel Ibis Style à Cesson-Sévigné dans le quartier de Longchamp. Exactement. C'est une bonne remarque que tu fais, Dominique. Merci. Ben, effectivement, ceux qui sont intéressés, ceux qui sont prêts à se déplacer en fin de compte pour acheter le jeu de cartes, il va y avoir effectivement le jeu de cartes donc à l'hôtel Ibis. Il y aura donc ceux qui sont intéressés à venir à Redon, ben, pourraient aussi prendre rendez-vous, évidemment, puis moi, je pourrais vous vendre le jeu de cartes. Mais comme je dis, vous allez être informé très bientôt là, par un mail qui vous informera de tout ça. Donc, je vous remercie de votre appréciation. J'espère que vous avez aimé notre petite soirée. Et je...